Et donc, je dirais que en ce moment, la direction iranienne est probablement la plus forte, la plus unifiée qu'elle ait jamais été, justement à cause de ce lien commun. De la même manière que nous avons eu la Greatest Generation, issue de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les hommes qui ont combattu l'Irak. Un Irak qui était soutenu, financé, approvisionné par les États-Unis de 1980 à 1988. Et donc cette guerre a été pour eux une expérience fondatrice. Ils ont connu la guerre, ils savent ce qu'est la guerre. Et les voilà de nouveau dans cette situation. Ils ont été attaqués et leurs camarades ont vu d'autres camarades mourir. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont se diviser pour des peccadilles? Non. C'est là que Trump commet une erreur grave en croyant à cette absurdité selon laquelle ils seraient en désordre, qu'ils ne sauraient pas ce qu'ils font. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Et bien l'autre aspect, c'est cette idée qu'on pourrait d'une façon ou d'une autre briser leur esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on disait « Ah, on va faire une opération choc et effroi, et ensuite ils auront peur. On va faire ceci. » Il y a toujours quelque chose que nous allons supposément faire pour briser leur esprit. Et ensuite, ils seront horrifiés. Ils seront terrifiés. Ils iront se recroqueviller dans un coin en suçant leur pouce et ils diront « Entrez donc l'Amérique, prenez notre pétrole et faites ce que vous voulez. » Il y a toujours ça. C'est presque une façon juvénile de voir le monde. Oui, exactement. Vous savez, nous n'abordons pas vraiment cette question à partir d'un point de vue informé. Nous avons créé tous ces récits qui sont faux. Et une partie de ce récit consiste à dire que l'Iran est le premier commanditaire du terrorisme. Nous ne reconnaissons pas notre propre rôle dans l'attaque contre l'Iran pendant les années 1980, dans cette guerre que nous avons aidé à provoquer. Nous avons soutenu Saddam Hussein dans cette affaire. Jimmy Carter a signé une autorisation de renseignement qui a permis à la CIA de commencer à travailler avec Saddam et d'élargir ses contacts avec Saddam dans le contexte des pressions exercées sur l'Iran. Et dans cette mesure, ils ont aussi travaillé avec tous les Arabes du Golfe en levant de l'argent pour amener les Arabes du Golfe à aider, à financer la guerre de Saddam. Les États-Unis avaient donc un déni plausible, puis sous Reagan, ce rôle s'est élargi. Il s'est élargi au point où nous avons fourni les renseignements réels pour que l'Irak sache où cibler et tuer des Iraniens. Nos services de renseignement ne fournissaient pas des informations comme quels sont les livres préférés de l'ayatollah Khamenei, quel est son plat préféré. Non, rien de tout cela. C'était plutôt où sont situées les unités iraniennes précises. Quels plans militaires ont-elles? Quels sites prévoient-elles d'attaquer à l'intérieur de l'Irak? Ce genre de choses. Nous avons donc beaucoup aidé. Nous avons facilité la capacité de l'Irak à tuer des Iraniens, et cela s'est intégré aux préoccupations que l'Iran a exprimées au fil des années au sujet du slogan « Mort à l'Amérique ». Non pas contre le peuple américain, mais contre un système qui a été utilisé contre eux. Vous savez, Larry, quand on regarde tout ça, il y a une chose que je trouve intéressante. Quand j'écoute disons Fox News ou certains commentateurs américains, on entend Poutine est en colère, Poutine est contrarié, Poutine a peur que ceci arrive. Les Iraniens, eux, auraient peur. C'est étrange parce que nous parlons toujours dans le langage des émotions, n'est-ce pas? Quand vous prépariez un plan comme analyste, ou quand moi je préparais un plan comme administrateur, je me basais sur les données que j'avais, je me basais sur les informations que j'avais, je me basais sur les lieux, les horaires et toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Je ne disais pas, il faut arrêter ce type. Il faut entrer et arrêter ce meurtrier. Si je devais mettre sur pied une équipe SWAT d'intervention, il fallait regarder, est-ce qu'on peut obtenir le plan de la maison? Où va-t-il se trouver? Entrons là, au milieu de la nuit. Peut-être qu'il dormira. Vous voyez ce que je veux dire? On va surveiller l'endroit pendant un certain temps, on va rassembler des données, des informations et consulter des gens qui ont déjà fait ce genre de choses. On ne va pas dire « je me demande si le gars a peur ». Non, faisons beaucoup de bruit. Ensuite, il sera effrayé ou alors il sera en colère. C'est une discussion dysfonctionnelle d'avoir une politique étrangère qui parle toujours des émotions de l'autre camp au lieu de parler des données. Vous voyez ce que je veux dire? Oh oui. Non, exactement. Prenons le blocus. Les Américains se font mentir au sujet de ce blocus. On leur dit « Ah, l'Iran ne peut pas entrer dans ses ports ni en sortir. » Mais oui, il le peut. Pourquoi?
Parce que nos navires se trouvent à l'extérieur de la limite des 200 000. Nous sommes à environ 330 km. Pourquoi ? Parce que si nous nous rapprochons davantage, si nous arrivons à environ 180 000, nous sommes alors largement à portée des missiles de croisière, des missiles balistiques et des drones iraniens. Et compte tenu de l'expérience précédente du porte-avions USS Abraham Lincoln, qui a été touché par certains de ces missiles et drones, la marine américaine leur a ordonné de rester à la limite des 200 000. D'accord ? Cela signifie donc que les navires navigueront dans les eaux territoriales à 12 000 marins de la côte. C'est tout ce que l'Iran doit faire. Les navires sortiront jusqu'à cette limite, puis longeront la côte à la limite des 12 000. Et les États-Unis n'entreront pas à l'intérieur de cette limite pour diverses raisons, mais la plus importante, c'est qu'ils seraient coulés, ils seraient attaqués. Ils seraient facilement attaqués s'ils faisaient cela. Alors, si vous voulez arraisonner un navire, les États-Unis en ont arraisonné, je crois, 4. Quand vous arraisonnez ce navire, vous en prenez le contrôle. Vous devez affecter un navire de la marine américaine à ce navire pour l'accompagner jusqu'à l'endroit où vous allez l'emmener. Or, la marine américaine n'a pas 500 navires. D'accord ? Donc si nous voulons interdire le passage, nous n'avons même pas 40 navires déployés dans cette région. Si nous voulons tenter d'appréhender 40 pétroliers et cargos iraniens, nous n'avons pas assez de navires. Et une fois que nous le faisons, avec chaque navire que nous prenons, nous affaiblissons encore davantage notre capacité à maintenir un blocus. Mais les médias ne parlent pas de cela. Ils ne forcent pas la réflexion critique à ce sujet. Au lieu de cela, ils relaient la propagande de l'administration. Regardez comme nous faisons bien les choses. Oh, nous faisons un travail formidable. Et c'est pas vrai. Et puis il y a aussi, le régime est prêt à s'effondrer, ils se désagrègent, ils se battent entre eux. En psychiatrie, il existe un terme, projection. Nier, projeter, attaquer. Ce n'est pas moi, c'est toi. Et ensuite, ce que je n'aime pas chez moi, je vais le projeter sur toi, puis je vais l'attaquer chez toi. Quand je regarde les clowns que nous avons, c'est vous qui congédiez les gens, qui poussez le chef de la marine vers la sortie, c'est vous qui portez des écouteurs, et Dieu seul sait de quoi ce type parle. C'est vous qui avez des problèmes. Vous avez des gens qui tentent de parler devant le Congrès et qui se ridiculisent, mais non, c'est l'Iran. Ce sont eux qui seraient complètement instables et prêts à s'effondrer. Oui, oui. Non, c'est exactement ça. Et c'est là le danger. Je ne crois pas que Trump ait décidé tout seul que l'Iran était faible et en train de s'effondrer. Je pense que de faux renseignements lui ont été transmis par Israël et qu'ils lui ont été transmis dans le but de convaincre Trump qu'il suffirait d'un dernier coup contre l'Iran pour que tout s'écroule. Malheureusement, des gens comme Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, continue de renforcer cette affirmation. Il insiste sur le fait que, parce qu'ils ont coupé la capacité de l'Iran à charger du pétrole sur des pétroliers et à l'expédier, l'Iran va manquer d'espace de stockage. S'il manque d'espace de stockage, ils devront fermer les puits de pétrole. S'ils ferment les puits de pétrole, les puits vont s'effondrer. Eh bien, c'est une histoire qu'ils se racontent à eux-mêmes. Et ils se racontent que les conditions économiques en Iran sont vraiment, vraiment mauvaises, que les gens souffrent, qu'ils manquent de nourriture, etc. Tout cela est faux. Mais c'est utilisé par Israël contre Trump pour le convaincre que oui, il faut relancer la guerre. Et maintenant, les choses vont bien pour Israël. Je viens de voir qu'il retire maintenant plusieurs brigades. En fait, plusieurs brigades de Tsahal ont été retirées du sud du Liban et redéployées en Israël parce qu'elles subissaient trop de pertes à cause des drones. Il y a donc le monde imaginaire qui entoure Trump et puis il y a la réalité de ce qui se passe sur le terrain en Iran, dans le Golfe Persique et en Israël. Eh bien, je ne veux pas me risquer à deviner d'où ils les ont obtenus, mais il me semble que le Hezbollah a utilisé les mêmes drones FPV. C'est-à-dire à vue subjective, qui ont aussi le câble filaire qui les relie. Oui. Ceux que nous avons vus dans d'autres parties du monde, je ne dis pas qu'ils les ont obtenus dans d'autres parties du monde, je dis seulement que cette technologie semble circuler dans le monde et que le champ de bataille a changé. Israël entre là-dedans
C'est le Hezbollah qui combat, ou n'importe qui combat. Nous l'avons vu, je suis sûr que vous connaissez cela, il y a eu un exercice tristement célèbre en Europe de l'Est, où il y avait des Ukrainiens qui utilisaient des drones, et ils se sont opposés à des troupes de l'OTAN, et ils les ont tout simplement anéantis de façon complètement folle, vraiment facilement, avec des drones. Israël n'est pas habitué à ce nouveau style de combat avec des drones. Alors ils entrent là avec oh, nous avons des chars, des bulldozers et tout le reste. Eh bien, si vous faites voler des drones et qu'ils les frappent, ce sont simplement des cibles immobiles. D'après ce que je comprends, ils en auraient perdu près de quelques centaines. Oui. En fait, d'où pensez-vous que ces drones venaient? Je ne sais pas. Oui. D'Iran? D'Iran. Oui. C'est donc une combinaison de tactiques iraniennes et russes que la Russie a aussi développée. Rappelez-vous, on nous disait que Israël avait détruit le Hezbollah, qu'ils avaient tué Nasrallah, qu'ils avaient tué plusieurs dirigeants clés, qu'ils avaient fait exploser les cadres avec des téléphones cellulaires et des téléavertisseurs piégés, qu'ils avaient éliminé Bachar al-Assad, qui avait permis à des avions d'atterrir et de décharger des fournitures pour le Hezbollah. Tout cela était terminé. Donc le Hezbollah était affaibli. Il était au stade le plus faible de son histoire. Eh bien, encore une fois, ce que ces imbéciles ont oublié, c'est qu'il existe sur le terrain d'anciennes routes commerciales qui sont là depuis 3000 ans ou plus. Et ces routes commerciales traversent des territoires contrôlés par différentes tribus dans différentes sections. L'Iran est donc rapidement passé à la livraison terrestre. Ces fournitures ont été envoyées, ainsi que les opérateurs de drones. Je suis certain que l'Iran a aussi envoyé des formateurs pour enseigner au Hezbollah, ou que des formateurs du Hezbollah sont allés en Iran pour apprendre. Donc, les Israéliens ont vu plus grand qu'ils ne pouvaient avaler. Et, comme en 2006, ils ont été forcés de battre en retraite. Une fois encore, ils se retirent maintenant du sud du Liban parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas absorber les pertes au sol. Encore une fois, trop de soldats tués et blessés, et Israël ne dispose pas d'une réserve militaire illimitée. Je ne sais pas si ces gars-là savent vraiment ce qu'ils font, ni s'ils sont très bien entraînés au combat au sol. Vous l'avez peut-être vu, cette vidéo devenue assez célèbre d'un de ces drones quadricoptères chargés d'explosifs. Et il y a un groupe de soldats israéliens, peut être 5, 6, 7, simplement debout en paquet. Oui, ils sont simplement debout en paquet et l'engin vole directement au milieu d'eux. Boum, ça explose. À notre époque, avec la manière dont la guerre se déroule, ce n'est probablement pas une bonne idée. Ça ne l'a jamais vraiment été. Mais en ce moment, avec ce qui se passe, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient en restant groupés comme ça. C'est une cible énorme pour un opérateur de drone. Oui, et voyez-vous, c'est le plus grand changement jusqu'ici dans la guerre du 20 et une siècle par rapport à la guerre du 20 siècle. Dans la guerre du 20 siècle, vous creusiez un trou de combat et vous pouviez endurer un barrage d'artillerie tant qu'un des obus ne tombait pas directement dans votre trou. Mais maintenant, avec les drones, les opérateurs peuvent voir où ils vont et vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Cela a donc changé tout le calcul. Combien de soldats rassemble-t-on? A-t-on des points de rassemblement de troupes? Nous en avions au 20 siècle. Mais maintenant, en fait, revenez au premier jour, en 2003, quand nous avons rassemblé 165 000 soldats au Koweït et en Arabie Saoudite. Vous ne pourriez pas faire cela aujourd'hui. Oui, cette discussion sur la prise de l'île de Karg, il les laisserait probablement simplement la prendre. Allez-y, bien sûr. Et une fois qu'ils y seraient, ils les attaqueraient simplement sans arrêt avec des drones, attendraient qu'ils essaient de se ravitailler, puis attaqueraient les unités qui les ravitaillent. Je veux dire, il les placerait là comme appât. Si quelqu'un vous laisse faire entrer vos troupes, ce n'est probablement pas une bonne idée d'y aller, parce qu'ils veulent que vous entriez. Ensuite, vous devenez l'appât, ils vont éliminer vos troupes, et ils vont attendre que vous essayiez de les ravitailler pour abattre l'appareil qui tente de les ravitailler. C'est un monde différent. J'ai lu que Trump aurait été informé de la possibilité de mener, et voilà qu'on entend encore cela, quelques frappes dures pour ramener les Iraniens à la table des négociations.
D'abord, je ne pense pas qu'ils aient jamais quitté la table des négociations. C'est simplement que les États-Unis ne peuvent pas vraiment accéder à leurs demandes. Mais je ne crois pas à l'idée de les ramener à la table des négociations. Ils ne l'ont jamais quitté. Oui. Non, écoutez, l'Iran, avec le dernier déplacement d'Ararchi, il s'est d'abord rendu à Islamabad, où il a remis un nouveau document, une nouvelle série de propositions qui représentaient un durcissement de la position iranienne. Il disait maintenant qu'il n'y aurait plus de négociations tant que ce blocus ne serait pas levé. Alors, assurez-vous que les États-Unis comprennent cela. Et ensuite, la prochaine chose dont nous parlerons, c'est le détroit d'Ormuz, qui peut l'utiliser et comment il serait utilisé à l'avenir. Ensuite, nous parlerons de la fin de la guerre. Mais c'est pas comme s'ils avaient pris le plan en 10 points, pour simplement le prioriser davantage. Ensuite, ils se rendent là, à Mascate, pour parler aux Omanais de la manière dont ils vont gérer conjointement le détroit d'Ormuz. Puis ils retournent dimanche dernier au Pakistan pour obtenir la réponse. Qu'est-ce que les Américains disent? Quelles sont les prochaines étapes? Ensuite, ils montent à Saint-Pétersbourg, ils rencontrent tout le monde et ils reçoivent le traitement complet. Ils rencontrent Poutine, Lavrov, Yuri Ushakov, ainsi que le chef de ce qu'ils appellent essentiellement le renseignement militaire, mais qui sera le principal contact militaire entre l'Iran et l'armée russe. Et qu'est-ce que Poutine a dit? On te couvre, mon ami. On te couvre. Eh bien, il y a quelque chose de similaire. Et c'est cette idée. Les Russes parlaient pendant un certain temps d'un accord, en disant que dans tout accord que nous conclurons, nous garderons tout le territoire que nous avons pris, et nous en obtiendrons davantage. Et les Iraniens, non. Je veux dire, les Iraniens, non. D'accord. La position des Iraniens, c'est, écoutez, nous avons ce détroit d'Ormuz. Nous ne l'abandonnerons jamais. Les Russes ne rendront jamais le Donbass, ni quoi que ce soit qu'ils prennent. Ils ne l'abandonneront pas, ils ne céderont pas un pouce, c'est à eux, et vous ne le récupérerez jamais. Oui, exactement. Les Iraniens ont pris le détroit d'Ormuz, ils n'avaient pas vraiment besoin de le prendre, ils en ont revendiqué le contrôle. Oui, peu importe ce que vous faites, ils ne l'abandonneront jamais. Et cette idée de discuter du détroit d'Ormuz, je veux dire, vous pouvez négocier avec eux, mais ils ne le céderont jamais. C'est terminé, vous l'avez mis entre leurs mains. Vous les avez motivés à le prendre, et maintenant c'est un point de projection de puissance. Pourquoi abandonnerait-il un point de projection de puissance? C'est comme si vous aviez une main de cartes avec 3 as. Est-ce que vous échangeriez ces as contre 2-2? Non, ce sont des as. Ils ne les céderont pas. C'est un as. Oui. Oui, non, c'est bien ça. Nous voyons les États-Unis en ce moment, n'avons plus de bonnes options militaires vis-à-vis de l'Iran. Du moins, les commandants militaires, le commandant de l'aviation, qui est un général de la force aérienne et qui relève de l'amiral Brad Cooper, le chef du commandement central américain, le CENTCOM, ainsi que l'amiral maritime, qui relève aussi de Cooper, recommandent tous les deux ceci, d'accord? Nous avons essentiellement fait tout ce que nous pouvions réellement faire. De façon réaliste, tout ce qui irait au-delà de ce point serait contre-productif. Parce que, premièrement, cela mettrait davantage notre personnel en danger. Deuxièmement, nous épuiserions des systèmes d'armes que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Et donc, à ce que je comprends, le général Kane, le président du comité des chefs d'état-major interarmées, n'est pas dans la chaîne de commandement. Autrement dit, le commandement central, l'amiral Cooper, relève directement de Pete Hegseth puis du président. Ce sera donc à Hegseth et à Trump de décider. Mais la recommandation qui vient de l'armée est « ne faites pas cela, ne relancez pas ». Cela dit, ce qui vient d'apparaître sur mon écran, c'est que des appareils Commando 2 et 2 avions de recherche et sauvetage HC, un 3-0J Combat King 2, sont arrivés à la base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar. C'est donc le type d'appareil utilisé pour la recherche et le sauvetage au combat. Leur arrivée signifie donc, selon moi, que Trump est plus que sérieux à propos du lancement d'une nouvelle série d'attaques contre l'Iran. L'Iran répondra simplement avec une force encore plus grande que ce que nous avons vu pendant les 5 premières semaines de cette guerre qui a commencé le 28 février
Et les États-Unis et Israël subiront de nouveaux dommages, certains beaucoup plus graves que tout ce qui a été vécu jusqu'ici. Eh bien, l'autre aspect, c'est que les marchés vont immédiatement s'effondrer, parce qu'à ce moment-là, ce sera comme si tout recommençait, et ça ne finira pas. Au bout du compte, les Iraniens ont dit que si vous tirez encore sur nous, ce ne sera pas une guerre courte, ce sera long terme. Donc vous allez revenir exactement dans la situation dont vous vouliez sortir, après avoir finalement réussi à faire cesser les tirs. Enfin, vous aviez réussi, oh mon Dieu, nous avons enfin réussi à faire cesser les tirs. Et vous allez recommencer, vous remettre dans la même position, où dans quelques jours, ils vous pilonneront de nouveau. Vous aurez des avions qui tombent, vous dépenserez 2 milliards de dollars par jour. Le prix de l'essence augmentera, et vous direz, d'accord, rappelons les Iraniens. Cette fois, la réponse sera probablement, ils vont dire, nous allons régler ça. La réponse sera non. Oui, oui, oui. Encore une fois, j'espère me tromper, j'aimerais beaucoup me tromper, et que Trump choisisse plutôt une forme de règlement négocié. Il devra peut-être le faire. Cela lui fera perdre un peu la face, mais c'est mieux que de perdre carrément la guerre. L'Iran est maintenant déterminé à gagner, et c'est la décision qu'ils ont prise. Je pense que leur slogan est « Fini le gentil garçon ». Eh bien, ils vont suivre la voie d'Alice Cooper et ils ont essayé de travailler avec l'Occident, de faire des accommodements avec l'Occident par le passé. C'est terminé maintenant. Et c'est la raison pour laquelle Arakchi, lorsqu'il est retourné au Pakistan pour récupérer la réponse des États-Unis, est ensuite allé voir Poutine pour lui dire « D'accord, voici notre nouvelle position ». Premièrement, cette absurdité de blocus doit être éliminée, arrêtée de façon permanente. Ensuite, les sanctions. Ensuite, nous parlerons de l'ouverture du détroit d'Ormuz, puis nous parlerons de la levée de toutes les sanctions, etc. Ils ont donc durci leur position. Et ils ont essentiellement dit, écoutez, toute la discussion sur l'enrichissement de l'uranium est hors de la table. Ce n'est plus ce dont nous parlons parce que nous sommes signataires du traité de non-prolifération. Nous permettons aux inspecteurs de l'AIA d'entrer dans nos installations. Nous n'allons donc plus abandonner nos droits, notre souveraineté. Et les États-Unis ne sont pas en position de les forcer à le faire. Il faut le savoir. Il me semble qu'un des problèmes que nous avons ici, Larry, c'est l'incapacité de ne pas, écoutez, nous savons compter. Je suis sûr qu'on leur dit, voici combien de missiles, ce type de missile, voici combien de ceci ou de cela. Ah, nous ne devrions probablement pas faire ça. C'est pas une bonne idée. Ça va nous faire mal. D'accord, donc l'armée n'a pas le choix. Elle doit s'appuyer sur les chiffres pour dire, voici les limites de notre puissance. Nous allons vous rapporter les limites de nos capacités. Elle n'a pas le choix parce que nous avons un certain nombre de soldats, de navires et d'avions, d'accord. Mais il me semble que Trump et même le Congrès, les gens au pouvoir, les gens de Fox et tous ces milieux-là, refusent d'accepter qu'il y a des limites à la puissance et encore moins d'en parler. Oui, oui. Eh bien, c'est la chose qui, je pense, a été la plus grande révélation pour la Chine comme pour la Russie. Parce que c'est pas comme si les États-Unis avaient annoncé, d'accord, nous allons nous attacher une main dans le dos et nous allons vous combattre. Non. Ils ont pu étudier les tactiques américaines. Et clairement, les États-Unis étaient très nerveux à l'idée de survoler le territoire iranien, même s'ils pensaient avoir supprimé la défense aérienne ennemie. Ils étaient encore assez nerveux à l'idée de le faire et ils s'en sont abstenus. Et en réponse à cela, l'Iran a amélioré son système de défense aérienne. Donc, cette prochaine ronde fournira aux Russes et aux Chinois encore plus d'informations, et dans le processus, elle épuisera davantage les États-Unis en missiles qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. L'autre aspect, c'est que ils ont encore quelques cartes majeures à jouer. L'une d'elles, c'est qu'ils peuvent encore fermer le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui transforme essentiellement l'Europe en désert du Sahara. C'est la première chose. Deuxièmement, ils ont publié une carte de tous ces câbles sous-marins importants dans la région. Oui, oui. Je veux dire, s'ils coupent ces câbles, la région devient noire en ce qui concerne l'Internet, à moins d'avoir Starlink. Ce sera leur planche de salut, mais c'est un point de vulnérabilité. Maintenant, cela nous ramène à ces câbles.
Ils ont été importants, mais maintenant que nous voyons la montée de Starlink, Starlink devient une réalité. Je suis sûr que lors de votre vol vers la Turquie, vous aviez un assez bon service Internet parce qu'ils utilisent Starlink au lieu de l'ancien système. Ce sera en quelque sorte auto-infligé. Donald Trump passera probablement à l'histoire comme le nouveau Herbert Hoover du XXIe siècle. La réputation de Hoover a été détruite par la Grande Dépression. Et je pense que la même chose va arriver ici à Donald Trump. Quels que soient ses efforts pour prétendre qu'il est encore le gagnant et encore aux commandes, il fait face à une perte majeure. Cela va détruire sa réputation. Et le mauvais côté, c'est que vous n'avez que deux options. L'une d'elles consiste à aggraver les choses en essayant de les réparer. L'autre consiste à sortir de là du mieux que vous pouvez et à accepter. J'ai subi une défaite, d'accord ? C'est comme un gars qui joue et qui perd de l'argent, on lui dit « tu as perdu 1500 $. Et il répond « j'ai perdu 1500 $. Je vais rentrer à la maison et dire à ma femme « tu vas peu être remarqué qu'il manque 1500 $ dans le compte bancaire. J'ai perdu ça au jeu, c'est ma faute, je vais assumer et je vais le rembourser. » Ou alors vous pouvez dire « laissez-moi retirer encore 1500 $. Ça va pas s'améliorer. » Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, il parle de dire, bon, d'accord, tout est parti en vrille. Qu'est-ce qu'on fait? Retournons-y et essayons encore une fois. C'est l'incapacité de dire, j'ai perdu et je ne peux pas jouer. Parce qu'en réalité, vous faites la même chose, n'est-ce pas? Je vais parier que mon prochain coup va, d'une manière ou d'une autre, me sortir de là. Ça ne fera qu'empirer. Oui. Oui, en ce moment, Trump reçoit des conseils de sa chaîne de commandement militaire. À ce que je comprends, voici la structure. Vous avez l'amiral Cooper à la tête du CENTCOM. Sous Cooper, il y a un responsable de l'aviation et un responsable maritime. Le général responsable de l'aviation est appelé commandant de la composante aérienne des forces combinées. Pour le côté maritime, c'est le commandant de la composante maritime des forces combinées. Le responsable maritime est un amiral. Le responsable de l'aviation est un général de la force aérienne. Remarquez ce qu'il n'y est pas. Il n'y a pas de commandant des forces terrestres, ils n'en ont pas mis en place. Et ils ne lanceront aucune opération terrestre tant qu'un tel commandant ne sera pas en place. Parce qu'ils ne vont pas laisser un général de la force aérienne ou un amiral commandaire des forces terrestres. Ils ne savent pas ce qu'ils font dans ce domaine. Ils n'ont aucune expérience de la manière d'employer ces forces. Et de la même façon, vous ne mettriez pas un général de l'armée de terre aux commandes d'un porte-avions ou d'un groupe aéronaval. Ces deux hommes ont donc dit à l'amiral Cooper, « Écoute, Coop, nous avons atteint la limite de ce que nous pouvons faire. Si nous lançons d'autres attaques, nous allons subir davantage de pertes, augmenter le risque que des pilotes soient capturés et abattus à l'intérieur de l'Iran. Et nous allons utiliser davantage de missiles pour des frappes de précision alors que nous en manquons déjà. Dans certains cas, nous sommes presque à sec. Donc, notre conseil, c'est de ne pas le faire. » Cooper aurait transmis cela à Kane, et Kane serait, selon les informations rapportées, d'accord avec cette évaluation. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Il reste donc à Trump soit d'accepter leurs conseils, soit d'écouter Jack Keane, d'écouter Kellogg, d'écouter l'épouse d'Adelson, et de dire non, il faut y aller, et d'écouter Bibi Netanyahou, il faut frapper. Nous les avons exactement là où nous les voulons. Ils sont faibles. Et voilà Bessan. Oui, l'économie est en difficulté, ils meurent de faim, il suffit de les frapper un peu plus fort et ils viendront, ils seront prêts à conclure un accord. Donc, s'il en vient à croire cela, je pense qu'ils lanceront une nouvelle série de frappes en partant de la fausse hypothèse que cela poussera l'Iran au bord du gouffre et que les Iraniens supplieront rapidement pour obtenir la paix. Ce sera exactement le contraire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt